Le plus grand investisseur du monde, ou en tout cas considéré comme tel, Warren Buffett, a lu ce livre à l'âge de 19 ans. Et il l'a toujours considéré, y compris bien longtemps après sa lecture, comme de loin le meilleur livre sur l'investissement jamais écrit. L'investisseur intelligent aborde des idées intemporelles sur le comportement du marché, la différence entre l'investissement et la spéculation et la manière d'identifier les investissements rentables. Je vais donc essayer dans la vidéo du jour d'en retirer 5 points clés pour en faire un résumé. Vous apprendrez si vous êtes un investisseur défensif ou agressif, pourquoi la plupart des stratégies de trading ne fonctionnent pas et comment garder le contrôle de votre psychologie dans n'importe quelle condition de marché. Pour bien investir à long terme, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une incroyable intelligence ou d'une grande perspicacité. Il faut plutôt deux choses. La première, c'est un cadre rationnel pour la prise de décision. Et la deuxième, c'est d'empêcher vos émotions et les émotions des autres de prendre le dessus sur votre cadre de travail. Avec ces deux éléments, et sans expérience approfondie du trading, vous pouvez faire mieux que des personnes plus éduquées financièrement, mais qui manquent de patience, de discipline ou encore de contrôle émotionnel. Pour investir à succès avec les actions, il faut garder à l'esprit quelques principes clés. Une action n'est pas un simple objet que l'on échange, il s'agit d'un titre de propriété d'une entreprise. Par conséquent, l'action a une valeur fondamentale qui n'est souvent pas le prix de l'action. Sa valeur intrinsèque peut différer de son prix. Et comprendre l'entreprise, c'est comprendre la valeur intrinsèque, la valeur fondamentale de l'action. Vous devez également faire attention au prix auquel vous achetez des actions. Plus vous payez cher pour une action, plus votre rendement sera faible. Acheter des actions sans réfléchir, en pensant pouvoir les acheter à n'importe quel moment et à n'importe quel prix, tout en réalisant des bénéfices, est une erreur manifeste. Comme le dit Graham, achetez vos actions comme vous achetez vos courses, pas comme vous achetez votre parfum. Le marché a également des sautes d'humeur constantes. Parfois, il est trop optimiste, ce qui rend les actions trop chères. À d'autres moments, il est pessimiste, ce qui rend les actions bon marché. L'essentiel est d'acheter aux pessimistes et de vendre aux optimistes. Et enfin, gardez une marge de sécurité, ne vous emballez pas et ne surpayez pas une action, car une baisse peut entraîner des pertes irrévocables. Voilà un petit panorama des grands sujets qui sont traités dans le livre. Ce livre, il distingue, et on va le voir plus tard également, deux types d'investisseurs intelligents, les investisseurs défensifs et les investisseurs agressifs. Et il donne des conseils sur la manière d'investir pour chacun d'entre eux. Il traite également des principes généraux d'investissement et du comportement des marchés, en popularisant les deux principaux célèbres concepts de Benjamin Graham, à savoir Monsieur le marché d'une part et la marge de sécurité d'autre part. Donc je l'avais dit, je vais essayer de retirer 5 points clés du livre. Le premier point clé, ça va être la distinction entre investisseur et spéculateur. Alors qu'est-ce qu'un investisseur ? Ce terme est utilisé à tort et à travers pour désigner toute personne qui achète ou vend des titres sur le marché. Mais comme de nombreuses personnes négocient de manière irresponsable et sous le coup de l'émotion, Graham dit que les qualifier d'investisseurs semble bien trop généreux. Par exemple, si le marché boursier subit une chute importante, les médias rapporteront que les investisseurs sont devenus baissiers et se sont retirés du marché. Alors que c'est précisément à ce moment-là que des investisseurs sains achèteront des actions bas prix. Donc Graham cherche à offrir une définition plus solide. Et il définit l'investisseur et l'investissement comme une opération qui, grâce à une analyse approfondie, offre un rendement adéquat et une sécurité du capital. Tout ce qui ne correspond pas à cette définition, eh bien, du coup, est de la spéculation. Donc je rappelle, un investissement est une opération qui, grâce à une analyse approfondie, offre rendement adéquat et la sécurité du capital. Les investisseurs et les spéculateurs se comportent donc très différemment. Ainsi, les spéculateurs achètent des actions à la hausse dans l'espoir de les vendre à quelqu'un qui paiera plus cher. Lorsque le prix baisse, ils vendent pour capturer leurs gains ou limiter leurs pertes. Dans tout cela, ils ignorent toujours la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque de l'entreprise. Les investisseurs, quant à eux, considèrent la valeur fondamentale de l'action indépendamment de son prix. En fait, Graham suggère que les investisseurs devraient être à l'aise pour acheter des actions, même s'ils ne peuvent recevoir aucune information future sur le cours quotidien de l'action. Les investisseurs négocient également à l'inverse des spéculateurs. Ils achètent lorsque le marché est à la baisse, car les actions sont bon marché. Les investisseurs redoutent les marchés haussiers, car ceux-ci peuvent potentiellement rendre toutes les actions surévaluées. De leur côté, les spéculateurs sont influencés par l'opinion publique. Ils entendent les estimations optimistes des analyses et achètent des actions sans s'interroger sur leur valeur sous-jacente. Ils achètent quand tout le monde achète et vendent quand tout le monde vend. Les investisseurs, eux, sont des penseurs indépendants.
Ils utilisent un système fiable pour prendre leurs décisions. Graham recommande donc de ne pas croire au battage médiatique qui est toujours fait sur la négociation active. Alors Graham, c'est peut-être un peu adapté à l'époque, mais il dit « Vous avez probablement vu des publicités pour des sociétés de courtage en valeurs mobilières, qui vous permettent d'effectuer des transactions plus facilement et à moindre coût. » Graham dit « Attention, les sociétés de courtage gagnent de l'argent lorsque vous roulez, lorsque en gros vous investissez, vous faites des opérations, et non lorsque vous gagnez de l'argent. C'est pourquoi les sociétés de courtage font de la spéculation pour les investisseurs ordinaires dans leur marketing, en promotant des richesses à une vitesse sans précédent. » Alors, même si le livre il a plusieurs décennies, il date de 1950, on pourrait le voir finalement sur des nouvelles plateformes qui incitent à la spéculation, et on sait que 90% des investisseurs sont perdants. Et voilà, c'est ça, en gros, leur but, c'est de capturer vos frais, et c'est pas quand vous gagnez qu'elles vont gagner, c'est plutôt quand vous êtes actif sur le marché. Donc Graham explique qu'en réalité, le trading actif détériore vos performances. D'ailleurs, une étude qui date du début des années 2000 révélait que les traders les plus actifs, c'est-à-dire ceux qui ont échangé plus de 20% de leurs avoirs chaque mois, ont sous-performé le marché en moyenne de 6,4% par an, tandis que les traders les moins actifs, c'est-à-dire ceux qui échangent moins de 0,2% de leurs avoirs chaque mois, font jeu égal avec le marché. La deuxième grande leçon du livre, après cette distinction entre investisseurs et spéculateurs, c'est la distinction entre investisseurs défensifs et investisseurs agressifs. Donc après avoir distingué les investisseurs des spéculateurs, Graham définit deux types d'investisseurs intelligents. Les investisseurs défensifs d'une part et les investisseurs agressifs ou les investisseurs entreprenants d'autre part. Donc les investisseurs défensifs veulent éviter de consacrer trop de temps à l'investissement. Ils aiment la simplicité et n'aiment pas penser aux investissements ou à l'argent. Leur objectif est d'obtenir une performance moyenne en ligne avec le marché et d'éviter les erreurs graves. Les investisseurs agressifs, quant à eux, sont prêts à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la recherche de titres et à la sélection de bons titres. Ils aiment penser à l'argent et considèrent l'investissement intelligent comme un jeu compétitif qu'ils veulent gagner. Leur objectif est d'obtenir de meilleurs rendements que l'investisseur passif. Graham, à l'époque, dit qu'il faut 5% de plus par an avant impôt pour justifier tous les efforts. Pour Graham, ces deux approches peuvent être intelligentes et donner de bons résultats. Il ne prend pas parti pour l'une plutôt que pour l'autre. L'essentiel est de choisir le type d'investissement qui convient à votre tempérament et à vos objectifs, de vous y tenir pendant toute la durée de votre investissement et bien sûr de maîtriser en parallèle vos émotions. Alors si on zoome d'abord un peu sur l'investisseur défensif. Comment les investisseurs défensifs doivent-ils investir ? La recommandation de Graham est de répartir les investissements entre les actions et les obligations. La répartition par défaut dans ce cas-là est de 50-50 entre actions et obligations. Cela vous permet de participer à la fois au gain des actions et à la sécurité relative des obligations. Graham dit que l'investisseur défensif peut parfois modifier son équilibre en faveur des actions ou des obligations. S'il estime que les actions sont surévaluées et qu'elles doivent être remplacées par des obligations, il peut modifier son équilibre en faveur des obligations par exemple. Et la réciproque est vraie. S'il y a une baisse du marché et que les actions deviennent sous-valorisées, par exemple, l'investisseur défensif peut choisir de s'exposer à 75% en actions et à 25% en obligations. Graham rappelle toutefois que les actions augmentent en moyenne plus vite que l'inflation, ce qui n'est pas le cas des obligations, de sorte que la détention d'actions protège pour lui mieux contre l'inflation. Cependant, les actions ne sont pas toujours plus performantes que les obligations. Lors de la dernière révision du livre de Benjamin Graham, qui date de 1973, les obligations étaient plus performantes que les actions pendant les dernières années. Donc le maintien d'un équilibre de portefeuille entre ces deux classes d'actifs vous permet de faire face à diverses conditions économiques. Graham rappelle également que les actions fluctuent beaucoup plus que les obligations et que les oscillations sauvages d'un portefeuille composé à 100% d'actions mettent du coup votre psychologie à l'épreuve. Même sur le papier, le rendement des actions est supérieur à celui des obligations, et bien si vous avez un patrimoine 100% en actions, votre psychologie risque d'être tellement mise à l'épreuve que finalement vous allez sous-performer par des actions contre-productives dans votre gestion. Donc Graham, pour l'investisseur défensif, il recommande plutôt des stratégies type dollar cost averaging. Il explique que cela vous permet également d'éviter l'illusion de pouvoir prédire le marché. Alors dans le livre, Graham ne parle pas encore trop des fonds indiciels puisqu'à l'époque ça n'existait pas vraiment, mais ceci dit, vers la fin de la vie, il a fait remarquer que les fonds indiciels devraient être le choix par défaut de la plupart des investisseurs quotidiens plutôt que de sélectionner des actions individuelles. Warren Buffett, dont Graham a été le mentor, a déclaré la même chose. Donc on est bien un peu dans le cas particulier des investisseurs défensifs comme il les a décrits, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas passionnés par l'argent, et bien pour eux, effectivement, le meilleur choix, c'est souvent le dollar cost averaging sur de l'indiciel. Alors, dans le livre, il développe plutôt la façon de choisir des actions individuelles. Comment doit faire l'investisseur défensif qui choisit des actions individuelles ? Eh bien, il ne devrait acheter que des actions d'entreprises de grande qualité à des prix raisonnables.
Graham propose d'utiliser 7 critères pour cela. Plus de 100 millions de recettes. Alors, c'est un chiffre de 1970, donc il faut un peu le monter si on veut le mettre sur les sommes d'aujourd'hui. Des finances solides, des dividendes versés de manière continue, des bénéfices qui ont été positifs au cours de chacune des dernières années, sans année déficitaire, une croissance des bénéfices, c'est-à-dire une croissance totale des bénéfices par action d'au moins 33% au cours des 10 dernières années, ce qui fait un peu moins de 3% par an. Il précise qu'une entreprise qui se contracte au fil du temps n'est pas un bon investissement à long terme. C'est aussi un critère de William Siegel, qui dit qu'il n'achète jamais quand une entreprise a un chiffre d'affaires qui baisse sur les dernières années. En termes de valorisation, il propose un ratio cours sur bénéfice qui n'est pas plus de 1,5 fois la moyenne des 3 dernières années. Il met en garde également en vous disant de vous méfier des analyses qui calculent un ratio cours sur bénéfice à terme en utilisant non pas les bénéfices historiques, mais les bénéfices de l'année suivante. Pour lui, les prévisions sont notoirement peu fiables et souvent le ratio cours sur bénéfice à terme est utilisé simplement pour justifier l'achat d'une action surévaluée. Il part également de ratio prix sur valeur comptable, où il propose pas plus de 150% de la valeur comptable. Alors effectivement, aujourd'hui, où la valeur comptable n'est pas forcément significative dans certaines actions qui ont beaucoup d'intangibles comme des technologies, que ce critère est peut-être moins pertinent aujourd'hui. Donc en fait, si on regarde, ces 7 critères sont assez stricts et ils suffisent à eux seuls à exclure la majorité des actions. Mais pour Benjamin Graham, c'est tout à fait délibéré. Pour lui, un postulat de base, c'est que la plupart des actions ne sont probablement pas de bons choix pour l'investisseur défensif. Alors si on zoome maintenant sur l'investisseur agressif. Donc contrairement aux investisseurs défensifs qui veulent minimiser leur temps et obtenir des résultats acceptables, les investisseurs agressifs veulent consacrer beaucoup de temps à la recherche en matière d'investissement afin d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. Alors il peut y avoir aussi un aspect un peu passion là-dedans. En qualifiant ces investisseurs d'agressifs, Graham n'incite pas à l'imprudence ou à l'impulsivité, malgré les connotations générales que l'on pourrait avoir du terme agressif. Au contraire, pour lui, les investisseurs agressifs doivent évaluer méthodiquement les investissements potentiels, faire preuve de patience pour dénicher les bonnes affaires et garder leur sang-froid lorsque le marché réagit dans un sens ou dans l'autre. Alors quelles sont les attentes d'un investisseur agressif? À combien de gains doit-il s'attendre? Un investisseur agressif qui réussit. Pour Graham, il parle d'un supplément de 5% par an avant impôt qui serait nécessaire pour que l'effort de recherche et de travail en vaille la peine. Graham rappelle d'ailleurs dans le livre à plusieurs reprises que les bons investisseurs ne doivent pas viser des résultats stratosphériques, mais plutôt des rendements modestes et réguliers sur le long terme. Il est difficile de battre le marché et Graham met en garde. La plupart des gestionnaires de fonds professionnels ne battent pas le marché global à long terme, après déduction de leurs frais. Ces fonds emploient des personnes très intelligentes et motivées qui consacrent leur journée de travail à la recherche et au choix de titres individuels. S'ils ne parviennent pas à surpasser le S&P 500, pensez-vous que vous puissiez le faire de manière réaliste? Alors, une des attentes de l'investisseur agressif, c'est quand même de trouver des actions bon marché. Donc la stratégie de base de Graham consiste à trouver des entreprises dont le prix est inférieur à leur juste valeur, à leur valeur intrinsèque. En d'autres termes, il faut essayer d'acheter $1 pour moins cher que $1. Pourquoi cela continue-t-il à fonctionner malgré des affirmations de l'hypothèse de l'efficience des marchés? Eh bien pour Graham, c'est à cause de la psychologie humaine. Les marchés sont constitués de personnes impulsives qui se suivent les unes les autres, un peu comme des moutons. Cela peut entraîner d'importantes fluctuations de prix, à la hausse comme à la baisse, qui sont irrationnelles par rapport à la valeur sous-jacente de l'action, par rapport à sa vraie valeur, à sa valeur intrinsèque, à sa valeur qu'on obtient quand on étudie l'entreprise et ses fondamentaux. Lorsqu'une entreprise n'est plus à la mode, son prix chute en dessous de ce que les fondamentaux de l'entreprise justifieraient. L'action est alors devenue une bonne affaire. Si vous l'achetez, elle pourra par la suite retrouver son prix et constituer un bon investissement. Donc Graham définit une bonne affaire comme une action dont le prix est inférieur aux 2/3 de sa valeur intrinsèque. Ces bonnes affaires, elles peuvent survenir lorsqu'une grande entreprise subit un revers temporaire ou lorsqu'un secteur d'activité entier perd sa popularité. Le marché peut réagir de manière excessive, faisant passer le prix de certaines actions dans cette zone, fameuse zone des bonnes affaires, des bargains comme on dit en anglais, ou des aubaines on pourrait dire en français. Alors comme il a fait un peu pour l'investisseur défensif, Graham a proposé 7 critères que devrait suivre l'investisseur agressif. Alors le même principe est le même, on commence par des critères quantitatifs pour filtrer les entreprises à analyser ensuite qualitativement, mais on peut assouplir un peu ces critères. Pour l'investisseur agressif, Graham dit que sur la taille, il n'y a aucune condition de taille d'entreprise qui n'est requise. Parce que l'investisseur agressif, même avec les petites entreprises, les small caps, il peut limiter son risque avec ces petites entreprises en identifiant soigneusement les bonnes entreprises et en se diversifiant. Sur la situation financière pour l'investisseur agressif, il propose des actifs qui sont au moins 1,5 fois les passifs et des dettes inférieures à 110% des actifs courants. Les dividendes, il propose quelques dividendes versés récemment. Les bénéfices, que la dernière année soit positif.
la croissance des bénéfices, que les bénéfices de la dernière année soient supérieurs aux bénéfices d'il y a 4 ans. Le ratio cours sur bénéfice, il propose pas plus de 9 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Et sur le price to book, il propose pas plus de 120% de la valeur comptable. Des ratios qui sont peut-être un peu adaptés, comme je disais tout à l'heure, à la période contemporaine. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, l'investisseur agressif, pour décider si une action est un bon investissement, eh bien, il doit procéder à son analyse raisonnée, à sa propre analyse raisonnée. Pour Graham, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises actions. Il n'y a que des actions bon marché et des actions surévaluées. Et donc, une entreprise, aussi solide soit-elle, n'est pas un bon investissement si ces actions sont surévaluées. Mais parallèlement, une action à bas prix n'est pas non plus forcément un bon investissement, notamment si l'entreprise a de mauvaises perspectives d'avenir. Comme autre exemple, il cite qu'une action dont la croissance fait l'objet d'un énorme battage publicitaire et dont les prix sont élevés, c'est que c'est une action qui est probablement trop spéculative pour les investisseurs intelligents. Donc dans le contexte actuel, Graham aurait évité un certain nombre d'actions vraiment à la mode au prix très élevé. Mais ce genre d'action autrefois très prisée, par contre, au moment où elle perd énormément de valeur, elle peut se retrouver à devenir une bonne affaire et du coup elle peut valoir la peine d'être achetée par des investisseurs intelligents. Donc on a vu ces 3 premiers concepts, la différence entre investir et spéculer, l'investisseur défensif, l'investisseur agressif. Donc le 4e concept important du livre, c'est les fluctuations du marché et notamment le personnage de Monsieur le Marché. D'ailleurs, JP Morgan avait répondu à un moment donné, quand on lui posait la question de prédire l'évolution du marché, il avait répondu « il va fluctuer ». Donc on peut être sûr que les marchés financiers vont fluctuer. Et selon toute vraisemblance, vous ne pourrez pas prédire quand et comment le marché fluctuera. Vous pouvez toutefois réagir aux fluctuations de 2 manières essentielles. C'est ce qu'explique Graham. D'abord, préparez-vous mentalement à faire face à ces fluctuations. Préparez-vous à l'idée que votre portefeuille puisse baisser de 30% par rapport à son niveau le plus élevé. Et ne liez surtout pas vos émotions à ces fluctuations. Observez patiemment et préparez-vous à repérer les opportunités lorsqu'elles se présentent. Lorsque le marché se désintéresse d'une action, il peut s'agir d'une réaction exagérée et d'une occasion justement d'acheter une bonne affaire. Vous n'êtes pas obligé de négocier et de vendre en fonction du marché. Vous devez utiliser les prix du marché simplement comme un indicateur pour savoir si une action est surévaluée ou sous-évaluée, en profitant des opportunités qui vous sont favorables. Cela semble relever du bon sens, dit Benjamin Graham, mais d'innombrables traders se comportent comme le marché le leur demande. Ils achètent lorsque les actions sont à la hausse et vendent lorsqu'elles sont à la baisse. Donc pour illustrer l'absurdité de cette démarche, Graham présente sa célèbre idée de Monsieur le Marché. Supposons que vous possédiez une part d'une entreprise d'une valeur de 1000 $. Imaginons qu'un personnage, appelons-le Monsieur le Marché, qui est un peu maniaco-dépressif, vous rende visite une fois par jour pour vous demander d'acheter et de vendre votre participation. Donc il est complètement maniaco-dépressif, Monsieur le Marché. Il va venir chez vous chaque jour, des jours il va vous proposer de vous racheter cette participation à 1500 $. D'autres jours, il va vous le proposer de vous la racheter à 600 $. Eh bien, il faut profiter de cette fluctuation et plutôt la lui vendre quand il la propose à 1500 $. Mais c'est même pas plus loin que ça, puisqu'en fait, il ne vous propose pas que de vendre, il propose d'acheter des parts supplémentaires de cette entreprise ou de vendre celles que vous avez déjà, toujours à ces prix-là. Donc il faut profiter un peu de son côté maniaco-dépressif et de son caractère un peu irrationnel, justement, à votre avantage. Ce Monsieur le Marché, quand il vient vous proposer des affaires, eh bien, quand son prix est bas, vous êtes acheteur, quand son prix est haut, vous êtes vendeur. Donc Monsieur le Marché, il représente les caprices et la folie des autres traders. Donc son comportement ne doit pas influencer le vôtre. Si vous connaissez fondamentalement la valeur fondamentale d'une entreprise, pourquoi les erreurs d'autres personnes devraient influencer votre comportement? Donc agir de la sorte revient à se laisser dicter ses émotions et son comportement par d'autres personnes. Et vous n'avez donc vraiment aucune obligation d'agir en fonction des fluctuations du marché. Vous devez délibérément choisir de ne réaliser des transactions que lorsqu'elles vous sont favorables. Vous ne devez donc pas ignorer totalement ce fameux personnage, Monsieur le Marché, ni suivre aveuglément ce qu'il dit, mais vous devez plutôt utiliser ces prix uniquement lorsque c'est à votre avantage. Vous n'êtes pas obligé de négocier et de faire des transactions avec lui quand il vous propose un prix. Et enfin, la 5e notion fondamentale qui est dans le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, c'est la notion de marge de sécurité, que Benjamin Graham a contribué à démocratiser. Dans sa recherche de bons investissements, Graham a toujours veillé à prévoir une marge de sécurité suffisante. En termes simples, la marge de sécurité, c'est une mesure de l'ampleur des problèmes qui pourraient survenir avant qu'un investissement ne soit mauvais. Si vous faites des investissements avec une marge de sécurité plus importante, eh bien vous avez plus de chances d'être gagnant au final, même si des choses imprévues, un peu négatives, se passent et arrivent, des choses que vous n'aviez pas anticipées.
Warren Buffett propose une analogie sur cette marge de sécurité avec son fameux exemple du pont. Si vous concevez un pont qui a tendance à supporter 10 tonnes dans le trafic quotidien, vous devriez le concevoir pour qu'il puisse supporter 30 tonnes. C'est-à-dire que le pont qui va être interdit aux camions de plus de 10 tonnes, en pratique, il n'est pas conçu pour péter si un camion de 11 tonnes passe dessus. Il est plutôt conçu pour péter si un camion de 30 tonnes passe dessus. Eh bien, c'est un peu ça le concept de marge de sécurité. Et vous devez l'intégrer justement dans vos investissements. Par exemple, Graham prend l'exemple du ratio de couverture des intérêts de la dette. Il dit si les bénéfices des entreprises couvrent 5 fois ses charges d'intérêt, même si elle subit une baisse soudaine de 20% de ses bénéfices, il lui reste plus qu'assez de bénéfices pour continuer à payer les intérêts et éviter ainsi de se retrouver en situation de défaut de paiement sur sa dette. En revanche, une entreprise qui ne peut couvrir qu'une fois ses charges d'intérêt de la dette, eh bien, elle risque de se retrouver en défaut de paiement, même en cas de baisse minime de ses bénéfices. Il prend un autre exemple, c'est le rapport entre le prix et la valeur comptable. Si vous achetez des actions d'une entreprise alors que sa valeur de marché représente les 2/3 de sa valeur comptable, vous pouvez vous dire que la valeur comptable de l'entreprise vous protège. Presque on pourrait liquider de façon ordonnée à la valeur comptable de l'entreprise. Donc il y a une marge de sécurité avant que votre investissement devienne négatif. En gros, cette marge de sécurité, eh bien, elle vous évite à avoir faire preuve d'une clairvoyance ou d'une intelligence hors du commun. Il se peut, et c'est même probable, que vous ne puissiez pas prédire les baisses du marché ou les revers des entreprises, mais si quand vous investissez, vous avez déjà une certaine marge de sécurité, eh bien, cela n'aura pas d'importance puisque votre investissement, il a la place pour être fructueux malgré ces quelques impondérables. On retrouve vraiment là le principe de l'investissement dans la valeur. Graham est un champ de l'investissement dans la valeur. En gros, si une entreprise vaut 1 dollar et que je peux l'acheter pour 40 centimes, eh bien, il devrait m'arriver quelque chose de bien. Des phrases qui ont pu être prononcées par Benjamin Graham, Warren Buffett ou entre autres. Donc voilà un peu pour ces 5 grands concepts de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, si on essaie de le résumer. Alors c'est un livre qui est très dense et très riche, et plus on est expérimenté, plus en le réalisant, on s'imprègne de certains détails. Mais si on veut vraiment avoir, voilà, en première approche, retenir 5 grands concepts, ça va être vraiment cela, la différence entre investir et spéculer, comportement d'un investisseur défensif ou d'un investisseur agressif, et arrivez-vous à vous dire qu'est-ce que je suis moi, dans ma personnalité, est-ce que je suis un investisseur défensif ou un investisseur agressif, ce concept de monsieur le marché, qu'on comprend souvent tout de suite ou jamais, et enfin ce concept de marge de sécurité. Je vous rappelle mes livres d'investissement de bourse et d'immobilier que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like et n'hésitez pas à commenter sur ce qu'a pu vous apporter la lecture de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, si vous connaissiez le livre, ou ce que vous avez découvert dans cette vidéo et ce que vous en pensez si vous l'avez découvert par cette vidéo. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos financières, d'autres résumés de livres financiers exceptionnels ou d'autres choses de ce genre-là. Donc n'oubliez pas de jeter un œil à la description de la vidéo, il y a plein d'outils utiles à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements et plein de contenus sympas à découvrir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Blog Mes Investissements et sur le site associé mes-investissements.net.